Lors de l'autopsie de deux frères jumeaux décédés dans des circonstances mystérieuses, le coroner entend des rires d'enfants, ce qui lui donne des frissons. Alors qu'il s'approche des corps et pose la main sur l'un d'eux, il remarque un détail choquant qui le fait reculer et appeler immédiatement la police, hurlant de terreur. « Venez à la morgue immédiatement. Vite. C'est urgent. Docteur, l'avez-vous ? L'avez-vous entendu ? Demanda Christina en reculant. Le visage pâle, debout devant le brancard métallique où gisaient côte à côte les corps de deux jumeaux déclarés morts quelques heures plus tôt. Le docteur Frédéric, un coroner expérimenté et respecté, habitué depuis des années à l'atmosphère froide et lourde de la morgue, leva les yeux des papiers qu'il tenait et observa le détenu avec une légère curiosité. « Qu'est-ce que tu crois avoir entendu exactement » demanda-t-il en fronçant légèrement les sourcils. Christina ne répondit pas immédiatement. Son regard se reporta sur les corps des enfants. Même caché, ce silence avait quelque chose de profondément troublant. Elle déglutit, essayant de se convaincre que c'était absurde. Mais, effrayée même par ses propres mots, elle murmura « J'ai entendu des rires. » Des rires d'enfants ? Frédéric resta silencieux un instant et se redressa. Le silence dans la morgue devint encore plus intense après cette phrase. Des rires d'enfants, répéta-t-il, sceptique, en haussant un sourcil. Puis, il regarda autour de lui et dit calmement « Je n'ai rien entendu. » Christina balbutia, les mots restant coincés dans sa gorge. C'était un bruit doux, mais je l'ai entendu. J'en suis sûr. Le médecin s'approcha de la jeune femme. Son regard était ferme, mais sans sévérité. Il posa doucement sa main sur son épaule, essayant de la ramener à la raison. Tu aurais dû l'imaginer. Cet environnement joue des tours à l'esprit, surtout au début. Et malheureusement, les seuls enfants ici, dit-il en jetant un bref coup d'œil au corps sur le brancard, n'ont pas de vie. Ils ne savent pas rire. Christina essaya d'acquiescer. Elle voulait croire que tout cela était dans sa tête, mais quelque chose en elle lui disait le contraire. Son intuition la harcelait. Pourtant, elle prit une grande inspiration et s'approcha. Ce faisant, elle remarqua que sa main se mettait à trembler, un mouvement subtil mais constant. Frédéric s'en aperçut et laissa échapper un soupir à peine audible. Puis, il demanda d'un ton compatissant. « Christina, c'est la première fois que tu vas à la morgue. » La jeune docteure hésita, respirant un peu lourdement avant de répondre. « Non, enfin pas exactement. J'en ai déjà visité d'autres, mais jamais en travaillant. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience. » Le coroner hocha la tête, compréhensif. C'était un phénomène courant. L'impact de cet environnement sur les nouveaux arrivants était toujours plus grand que prévu. Puis, d'un geste calme, il posa sa main sur la sienne, tentant de la rassurer. « Êtes-vous sûr de vouloir suivre cette voie ? Voulez-vous vraiment devenir médecin légiste ?» Christina prit un moment pour répondre. La question la toucha profondément. C'était son premier jour de stage et, depuis toute petite, elle avait toujours dit que c'était ce qu'elle voulait. Elle avait toujours été fascinée par l'idée de résoudre des mystères, d'enquêter sur les causes de décès et d'être ministre de la Justice. Mais maintenant, devant ces deux petits corps fragiles, quelque chose en elle vacillait. Elle secoua la tête comme pour dissiper ses doutes et finit par répondre plus fermement. « Oui, je le pense. Depuis toute petite, je rêve de faire ça. Enquêter, découvrir la vérité derrière les crimes, comprendre ce qui s'est passé, rendre justice à ceux qui ne peuvent se défendre. » Frédéric sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était l'expression résignée de quelqu'un qui savait que ce travail était rarement à la hauteur des attentes idéalistes de ceux qui le choisissaient. Rêver est une chose, la réalité en est une autre. Et la réalité derrière n'est presque jamais belle. En fait, presque jamais. Il regarda les deux enfants et dit avec regret, « Tu es contrarié à cause d'eux. » Je comprends. Mais si tu continues à travailler, tu verras bien pire. Il ouvrit une boîte à proximité et en sortit une bouteille transparente remplie d'un liquide légèrement rosé. Tout porte à croire à un empoisonnement, dit-il en levant le récipient à hauteur des yeux. Il s'approcha du brancard, enfila ses gants et ajouta, « C'est pour ça qu'ils ont l'air endormis. Le poison a probablement causé une mort subite. Mais soyez prévenus, la plupart n'arrivent pas ici dans cet état. Beaucoup sont méconnaissables. » Les yeux de Christina s'écarquillèrent, mais elle ne dit rien.
Frédéric la regarda alors avec un air plus sérieux. Tu veux continuer? Reste seulement si tu es vraiment prête. Sinon, tu peux partir. Il n'y a pas de honte à ça, jeune fille. Christina prit une profonde inspiration, joignant ses mains. Oui, je veux continuer. C'est juste que j'ai été touchée par ce que j'ai entendu. Les rires. Mais comme tu l'as dit, c'était probablement juste mon imagination. Elle a essayé de changer de sujet, comme pour balayer la peur sous le tapis. A-t-il dit qu'ils étaient empoisonnés? Le coroner hocha la tête et souleva à nouveau la fiole. Il faut bien sûr faire une analyse complète, mais ce conteneur a été retrouvé près des corps. C'est assez inhabituel, ce qui éveille déjà les soupçons. Et d'après leurs dossiers médicaux, ils étaient en bonne santé. Aucun antécédent médical, rien, et ils sont tous les deux morts en même temps, ce qui rend le cas encore plus étrange. Un enfant victime d'un épisode médical soudain est rare, mais possible. Mais deux en même temps, quelqu'un leur a probablement fait quelque chose. Un frisson parcourut l'échine de Christina. C'était trop étrange. Elle prit une inspiration et demanda, « Où les as-tu trouvés ?» À la maison, répondit le coroner. Dans leur chambre, au lit. La jeune docteure regarda les jumeaux, puis le docteur Frédéric. Son regard était encore plus sérieux. C'était donc un crime qui s'est produit à l'intérieur de la maison, demanda-t-elle, la voix chargée de doute. L'examinateur expérimenté hocha la tête en silence, penché sur les corps des jumeaux. Ses yeux scrutèrent chaque centimètre avec une attention méticuleuse, comme à la recherche d'un indice invisible. De ses doigts gantés, il toucha la peau froide, examina les minuscules marques, les articulations pliées et vérifia les yeux. Le tout en silence. Il chercha la moindre trace de maltraitance, trace de violence, bleu et égratignure, trace de chute, tout ce qui pouvait expliquer, même de manière minime, ce qui s'était passé. Il rompit enfin le silence avec la froideur de quelqu'un habitué à l'inexplicable. Dans ce genre de cas, avec des enfants de cet âge, les coupables se trouvent souvent à la maison. C'est la famille, dit l'examinateur, le regard fixé sur les corps. Christina, qui observait de loin, sentit son estomac se nouer. Elle se couvrit la bouche d'une main, prit une profonde inspiration et murmura. « Je suis désolé, mais qui pourrait faire une chose pareille? Qui serait capable d'ôter la vie à deux petits anges? » Le docteur Frédéric, calme et direct, répondit, « C'est à la police de décider. C'est à elle de trouver le coupable. On dépose simplement une plainte. On explique exactement comment ils sont morts. Mais vous pouvez être sûr d'une chose. » Il se retourna et fixa le détenu. Il y a des gens capables de choses encore pires. Ses paroles étaient dures, mais pas cruelles. Lourdes certes, mais elles apportaient une étrange clarté à Christina. Comme si, d'une certaine manière, les entendre exprimer avec une telle certitude l'aidait à comprendre le terrain qu'elle empruntait. Elle respira plus profondément et sentit son corps se détendre, même légèrement. Puis, le docteur Frédéric annonça qu'ils allaient commencer l'examen interne et lui demanda de tenir le premier enfant dans une position précise. Christina s'approcha de la table en acier, les épaules toujours tendues et le regard de nouveau fixé sur le corps de l'enfant. Elle positionna soigneusement ses bras et l'examinateur s'approcha, le scalpel déjà en main. La morgue était froide et pesante. Le silence régnait. Mais avant que l'incision ne soit pratiquée, quelque chose se produisit. Christina tressaillit. Son corps réagit instinctivement, secoué de soubresauts. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa respiration devint irrégulière. Frédéric, surpris par sa réaction, demanda aussitôt ce qui s'est passé. La jeune docteure lui tenait la poitrine et répondit d'une voix tremblante et brisée. « J'ai senti quelque chose. La main du gamin m'a touché. Elle a bougé. » Le coroner poussa un long soupir, comme quelqu'un qui aurait déjà été témoin de ce genre de choses. « Christina, c'est impossible. Ces enfants sont morts depuis des heures. Impossible qu'ils aient bougé. » Mais je l'ai senti, insista-t-elle, les yeux remplis de larmes. Je jure que sa main a touché la mienne. Frédéric s'approcha de la table. Il prit la main dont Christina avait parlé, la souleva, la tourna, la toucha. Rien. La peau était froide, insensible. Il la relâcha doucement et l'observa. C'était peut-être un spasme post-mortem.
Ça arrive aux cadavres. Des mouvements involontaires, rien de plus. Ça ne signifie pas la vie, juste un autre signe qu'ils sont vraiment partis. Christina regarda les deux frères, immobiles, froids, silencieux. Un instant, elle pensa avoir tout imaginé. Un effet secondaire du stress, de l'environnement, de la pression. Elle ferma les yeux un instant et murmura, « Contrôle-toi, Christina, tu exagères. C'est juste le stress. » Elle se tourna vers le médecin, plus calme maintenant, et dit, « Désolé, docteur. » Elle s'approcha de nouveau de la table et tint le bras du premier jumeau, essayant de garder sa main stable. Le docteur Frédéric reprit le scalpel. Le silence retomba dans la pièce. Mais ce qui suivit fut encore plus troublant. Au moment même où le scalpel s'approcha de la peau du garçon, Christina le sentit à nouveau, un contact plus fort cette fois. Les doigts du garçon bougèrent distinctement et, comme si cela ne suffisait pas, elle les entendit à nouveau. Le rire, le même rire qu'elle avait entendu au début de son service, quand tout lui semblait encore étrange. Maintenant, c'était clair comme de l'eau de roche. C'était là. Elle cria, désespérée. « Docteur, arrêtez. Reculez. On ne peut pas continuer. Cet enfant est vivant. » Frédéric se figea. Il la regarda, puis le corps du garçon. Il prit une profonde inspiration apaisante et posa le scalpel sur le plateau métallique à côté de lui. « Christina, tu te fais des idées et tu es allée trop loin. Malheureusement, ce travail n'est clairement pas pour toi. Tu peux partir. » « Je n'imagine rien, » répondit-elle nerveusement. Je l'ai senti bouger. J'ai entendu à nouveau son rire. « Christina, » dit-il en croisant les bras, « cet endroit est intense. La pression de la morgue fait ça. L'esprit vous joue des tours. Alors, écoutez-moi. » Fais-en une analyse approfondie, insista TL fermement. Fais-en l'expérience par toi-même. Tu verras que je n'invente rien. Frédéric secoua la tête. Tu te laisses emporter par tes émotions. Mais ce n'est pas grave. Je le ferai juste pour te rassurer. Mais si je prouve qu'ils sont vraiment morts, tu pars. Cet endroit n'est pas pour toi. Christina hocha la tête, les yeux fixés sur lui. Frédéric s'approcha de nouveau de la table. Il examina d'abord les yeux du garçon. Aucune réaction. Puis, il prit sa main et inspecta ses doigts. Rien. Immobile, froid. Il se tourna vers Christina avec un regard de reproche, comme pour dire « Je vous l'avais bien dit ». La jeune docteure, quant à elle, commençait à croire qu'elle perdait la raison. La pression du lieu, la vue des corps, tout l'affectait. Ses pensées étaient confuses. Mais soudain, Frédéric remonta légèrement la main. Il la posa sur la poitrine du garçon et, à cet instant précis, il s'arrêta. Son expression changea. Ses yeux s'écarquillèrent comme s'il venait de voir un fantôme. Christina, maintenant alarmée, s'approcha. « Qu'est-ce qui ne va pas, docteur ? Avez-vous ressenti quelque chose ?» L'examinateur ne répondit pas. Il retira vivement sa main et se pencha aussitôt, pressant son oreille contre la poitrine du garçon. Quelques secondes plus tard, il l'entendit. Un battement de cœur, faible, presque lointain, mais bien là, un battement de cœur. Et comme si cela ne suffisait pas, il releva lentement la tête et entendit le rire du garçon, doux, à peine audible, mais présent. Il riait. Le coroner se figea complètement. Il se redressa lentement, comme encore sous le choc, et posa une main sur sa poitrine juste au-dessus de son cœur, comme pour confirmer qu'il était toujours en vie. Son visage était pâle, son regard perdu. Pendant ce temps, Christina tomba à genoux près du brancard, impatiente de l'entendre de ses propres oreilles. Dès qu'elle posa son oreille contre la poitrine du garçon, elle le sentit. Son cœur battait. Faible, brouillé, mais présent. Ses yeux s'écarquillèrent tellement qu'ils semblaient sur le point de lui sortir du visage. « Je te l'avais bien dit, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je vous ai dit que j'entendais quelque chose. Il est vivant, docteur. Cet enfant est vivant. » Le docteur Frédéric resta silencieux. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortit. Il secoua lentement la tête comme s'il essayait de rejeter ce que ses propres sens lui disaient, comme s'il essayait de se convaincre que tout cela n'était qu'une illusion.
Mais c'est impossible, murmura-t-il finalement, à peine un murmure. Comment? Comment cet enfant peut-il avoir un pouls? Ce petit garçon, lui et son frère, ont été retrouvés morts. Pas de signes vitaux, pas de réaction. Je les ai examinés moi-même à leur arrivée. Il n'y avait plus aucune trace de vie. Incapable de penser clairement, il tourna lentement la tête vers l'autre corps, le deuxième jumeau, allongé juste à côté de lui. Le silence s'épaissit et puis il le vit. De ses propres yeux, la main du deuxième garçon, jusque-là inerte, pendait du brancard. Lentement, avec effort, il se releva et s'appuya contre sa poitrine. Le cœur du docteur Frédéric faillit s'arrêter. Christina se couvrit la bouche, incapable de contenir sa stupeur. Ils s'approchèrent tous deux du deuxième garçon, comme attirés par une force invisible. Et ils revirent le battement de cœur, faible, irrégulier, mais réel. La respiration, presque imperceptible, était présente et des lèvres entr'ouvertes du garçon sortit un son étouffé, un rire si faible qu'il était presque inaudible, mais il était là. Puis, la jeune docteure se tourna vers le premier enfant comme si elle avait besoin d'une confirmation. Et lui aussi, ce petit corps, commença à bouger, quoique lentement, comme s'il se réveillait d'un sommeil profond. « Docteur, » dit Christina en regardant le médecin légiste dans les yeux, « ils sont tous les deux vivants. » Frédéric recula de 2 pas. Il avait l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Les mains tremblantes, il sortit son téléphone, ses doigts obéissaient à peine et il composa le numéro de la police. « Bonjour, ici le docteur Frédéric, médecin légiste. Venez à la morgue immédiatement. C'est urgent. » Urgent. L'appel s'interrompit brusquement. Le téléphone lui glissa des mains et tomba par terre sans qu'il ne s'en aperçoive. Son corps était immobile, les yeux fixés sur les 2 enfants. Des enfants qui, il l'aurait juré, étaient morts quelques minutes auparavant. Mais pour comprendre ce qui se passait réellement dans cette morgue, si ces enfants étaient vivants ou s'il s'agissait d'une sorte d'hallucination collective, il faut remonter quelques semaines en arrière. À l'époque où ces rires n'étaient pas effrayants, à l'époque où tout semblait encore être le bonheur. Connor et Caleb, 2 frères jumeaux de 10 ans, jouaient autour de la piscine. Ils couraient pieds nus, le sourire aux lèvres. Ils tenaient des ballons remplis d'eau. Ils les lançaient entre rires et cris, comme si le monde entier n'était qu'un jeu. Connor lança un puissant lob, visant son frère. Caleb, toujours plus rapide, se baissa adroitement et l'esquiva avec aisance. « Tu as échoué, imbécile. »« Tu as échoué », cria Caleb en riant de bon cœur, les bras levés en signe de victoire. « Maintenant, c'est mon tour. Préparez-vous. » Sur ce, il attrapa un nouveau ballon. Sans hésiter, il le lança de toutes ses forces. Le ballon s'envola droit dans les airs, mais Connor, tout aussi rusé, se baissa plus vite que l'éclair. Le problème, c'est que cette fois, le ballon n'est pas tombé au sol. Il a heurté quelqu'un d'autre. Patricia était allongée sur une chaise longue, lunettes de soleil sur le nez et prenait un bain de soleil tranquille. Le ballon lui a explosé au visage, trempant ses cheveux blonds parfaitement coiffés le matin même au salon. Les rires des enfants résonnaient. Ils étaient euphoriques, riant sans arrêt. Mais Patricia ferma les yeux et prit une grande inspiration. Marc, le père des jumeaux et mari de Patricia, assis à côté d'elle, la regarda avec surprise et demanda « Êtes-vous OK ?» La blonde, essayant de contenir la colère qui bouillonnait en elle, força un sourire. « Je vais bien, juste un peu d'eau. » Avec cette chaleur, je me sentais vraiment bien, déclara-t-elle, luttant pour contrôler sa colère. Les garçons s'approchèrent, toujours en riant. Caleb fut le premier à s'excuser. « Désolé, Patricia, je visais Connor. »« Désolé pour ça », ajouta Connor avec un sourire coupable. Marc était ferme. « Il faut être plus prudent avec ces jeux. Allez de l'autre côté de la piscine. Ça ne peut plus arriver. » Mais Patricia l'interrompit. « Marc, laisse-les tranquilles. Ce ne sont que des enfants. On ne va pas les empêcher de jouer. » Elle regarda les garçons et avec un sourire forcé ajouta « Vous pouvez lancer tous les ballons d'eau que vous voulez. Ne vous inquiétez pas pour moi. Profitez juste de cette belle journée ensoleillée. » Les garçons se sont regardés et se sont illuminés. « Alors, viens jouer avec nous, » suggéra Connor. « Ouais, toi et papa, » ajouta Caleb.
Patricia hésita une seconde, puis céda. Elle sourit et dit, bien sûr, allons-y. Mais préparez-vous, je suis une pro du lancer de ballons d'eau. En quelques secondes, elle courait et jouait avec les garçons, lançant des ballons et riant. Marc s'est joint à eux. La piscine s'est transformée en un champ de bataille éclaboussant. En regardant sa femme jouer avec leurs enfants, Marc pensait, je n'aurais pas pu choisir une meilleure femme. Quelques minutes plus tard, Patricia, épuisée et trempée, annonça qu'elle rentrait. Les gars, j'abandonne. Je suis fatiguée. Je n'ai pas votre énergie. Elle attrapa son sac sur la chaise longue, mit ses lunettes de soleil et entra dans le manoir. Marc continua de jouer avec les enfants un moment encore. À l'intérieur, Madame Caroline, la mère de Patricia, feuilletait un magazine. Voyant sa fille complètement trempée, elle leva les yeux, surprise. « Mon Dieu, tu es complètement mouillée. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie ?» Mais Patricia ne répondit pas. Elle monta silencieusement dans sa chambre. Sa mère la suivit. Dès qu'elles entrèrent, la porte se referma derrière elle et tout changea. Le sourire de Patricia disparut. Ses yeux s'emplirent de fureur. « Combien de temps vais-je supporter ces sales gosses » hurla-t-elle, furieuse. « Regarde ce qu'ils m'ont fait, maman. » Patricia jeta violemment son sac au sol et arracha avec colère ses lunettes de soleil. « J'ai passé des heures au salon aujourd'hui à me faire coiffer. » Des heures. Et maintenant, juste au moment où je prenais enfin un peu de soleil, ces satanés enfants sont venus et m'ont fait ça. Pendant qu'elle fuminait, Caroline courut au placard et en sortit une serviette éponge. Elle revint rapidement et commença à lui sécher délicatement les cheveux, comme si elle prenait soin d'une princesse blessée. « Calme-toi, mon amour, » dit la mère pour tenter de la calmer. « Il faut que tu gardes le contrôle. Tu ne peux pas tout gâcher maintenant. » Patricia s'affala dans l'un des fauteuils de la pièce, toujours essoufflée de rage. Ses cheveux blonds, maintenant mouillés, lui collaient au visage. Mais la haine qui bouillonnait en elle ne concernait pas seulement l'eau. « Je croyais vraiment avoir gagné au loto, maman, » dit-elle tandis que Caroline continuait de lui sécher les cheveux. « J'ai eu Marc, j'ai épousé un millionnaire, mais en prime, il y a eu ces deux petites pestes. C'est morveux. Je ne les supporte plus. » Elle prit une profonde inspiration comme si elle était sur le point d'exploser et continua. « Et ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ce rire insupportable qui me perce les oreilles. On ne peut aller nulle part sans ses enfants. On ne dîne pas tranquillement. On ne peut pas voyager seul. Je n'ai pas un seul moment seul avec Marc. Et tu sais que j'ai toujours détesté les enfants ? Toujours. » Tout en parlant, Caroline prit une brosse à poils larges et commença à peigner lentement les cheveux de sa fille, comme dans le cadre d'un rituel destiné à apaiser le monstre qui sommeille en elle. Patricia fixait le vide, les yeux rivés sur le miroir. « Et le pire, maman, c'est qu'ils grandissent de jour en jour. Ils vieillissent, ils auront bientôt 18 ans. Et tu sais ce qui va se passer ? Ils voudront dilapider tout l'argent de leur père. Ils voudront prendre la maison avec tout ce qui lui appartient, avec tout ce qui devrait être à moi. Et moi, je me retrouverai sans rien après tout ce que j'ai fait pour avoir cette vie. Non, je ne peux pas permettre que cela arrive. » Elle resta silencieuse un instant, enfonçant ses doigts dans les accoudoirs du fauteuil comme pour contenir sa colère. Puis, Caroline cessa de lui brosser les cheveux et se plaça devant sa fille. Elle posa les mains sur ses épaules et la regarda dans les yeux. « Calme-toi, ma princesse, » dit la femme d'un ton mêlant douceur et froideur cruelle. « Il faut juste que tu tiennes encore un peu. Ces garçons ne prendront rien de ce qui t'appartient. Absolument rien. » Elle marqua une pause et ajouta, « Et ils n'atteindront même pas 18 ans. » Patricia fronça les sourcils de surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ? Qu'est-ce que tu dis ?» Caroline sourit avec une expression qui glacerait n'importe qui. Un sourire lent, calculé, froid. « Je veux dire, tout se déroule comme prévu. La deuxième phase du plan est sur le point de commencer. Tu as tout fait comme il fallait, mon amour. Tu as séduit cet idiot de Marc. Tu as gagné sa confiance. Tu l'as épousé. Maintenant, il te voit comme l'épouse parfaite. » Elle eut un rire dédaigneux. « Et s'il leur arrive quelque chose, personne ne nous soupçonnera, ni toi, ni moi.
Tu es la belle-mère aimante et je suis la grand-mère douce et attentionnée. Patricia écoutait attentivement. Elle respirait rapidement, mais son regard était calme. Rien de nouveau. C'était une confirmation. Caroline a continué, Marc croit sincèrement que nous sommes les femmes les plus importantes dans la vie de ses enfants et c'est tout ce dont nous avions besoin. Je t'avais dit que ces garçons ne resteraient pas longtemps dans ta vie et ils ne le feront pas. Il est temps de s'en débarrasser un par un. D'abord l'un, puis l'autre. Et une fois les deux éliminés, toute la fortune de Marc sera à toi. À toi seule, ma princesse. Un sourire s'étira sur les lèvres de Patricia. Un sourire en coin, sale et froid. Le même sourire qu'elle tenait de sa mère. Et comment allons-nous faire, demanda Patricia, curieuse. Caroline n'a pas hésité. J'ai une vieille connaissance. Elle travaille avec des herbes, des liquides, des potions. Rien qui puisse éveiller les soupçons. Elle m'a déjà donné un mélange parfait. Incolore, inodore. Tue lentement, ne laisse aucune trace. Et quand est-ce que tu vas la voir, demanda Patricia, un peu plus retenue. Je lui ai déjà parlé. Demain, j'irai moi-même. On commencera à les empoisonner petit à petit, jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux dans leur cercueil. La blonde marqua une pause de quelques secondes. Elle comprenait les risques. Le monde avait changé. La recherche était plus avancée, les tests plus précis. Et si elle se faisait prendre? Mais Caroline semblait lire dans les pensées de sa fille. Comme je l'ai dit, ce poison ne laisse aucune trace, ma chère. Personne ne trouvera rien. Crois-tu vraiment que cette voisine curieuse, Vilma, est morte d'une crise cardiaque? Ou que ce professeur dégoûtant qui t'importunait est mort par hasard? C'est entièrement de ma faute. Je ne te l'ai jamais dit. Mais maintenant, ma fille, je te le dis. Fais-moi confiance. J'ai essayé. Ça marche. Et quand le premier mourra, l'autre mourra soi-disant de chagrin, il dépérira bientôt et ils appelleront cela une tragédie, une triste coïncidence. Personne ne se doutera de rien. Ils se regardèrent et puis ils se mirent à rire. Ils riaient comme deux hiboux maléfiques, comme deux corbeaux dérangés. Leur rire résonna dans la pièce, rebondissant sur les murs du manoir. C'est à ce moment-là que Marc entra. Encore mouillé après avoir joué dans la piscine, le visage illuminé par un sourire doux et sincère, il les regarda toutes les deux et demanda « Puis-je savoir ce qui est si drôle ?» Patricia se leva rapidement de sa chaise, le visage encore humide, mais arborant un nouveau sourire, faux, doux, calculé. Elle s'approcha de son mari et dit « Oh, mon amour !» Je racontais justement à maman le ballon d'eau que les enfants m'ont lancé. J'ai été surprise, mais j'ai adoré. Oh, comme je les adore tous les deux. Vos enfants sont la joie de cette maison. Marc sourit, touché. Nos enfants, Patricia, ils se rapprochent tellement de toi et moi, je ne pourrais pas être plus heureuse. Ils avaient besoin d'une mère. Une mère comme toi, mon amour. Caroline s'approcha avec un sourire théâtral, prenant soin de parler gentiment en voyant entrer son gendre. Elle le regarda droit dans les yeux et d'un ton charmant dit, « Patricia aime plus que tout au monde, ma chérie, tu n'as pas idée. Elle parle tout le temps de son bonheur, de la sensation que sa famille est enfin au complet. Mais ce qui me touche le plus, c'est de voir à quel point elle est la mère de ces deux petits anges. » Patricia sourit timidement, feignant la modestie. Caroline a continué. « Et moi, eh bien, j'adore être la grand-mère aimante. Il n'y a pas de plus grande joie. » À première vue, tout semblait calme. Plus tard dans la soirée, tous les 5 se sont assis pour dîner. Caroline avait préparé le dessert préféré des jumeaux, un gâteau au chocolat moelleux et fondant. Son parfum à lui seul emplissait toute la demeure. Quand Marc a vu les enfants s'amuser, il n'a eu aucun doute. Il avait fondé la famille idéale. Pendant le dîner, ses pensées voyageaient dans le passé. Il y a 5 ans, il avait perdu Vanessa, sa première épouse et mère des jumeaux, dans un tragique accident de voiture. Il pensait qu'il ne sourirait plus jamais, que ses enfants ne sentiraient plus jamais la tendresse d'une mère. Mais maintenant, après 2 ans passés avec Patricia et quelques mois de mariage officiel, il croyait avoir retrouvé le bonheur, la paix, la certitude d'un avenir meilleur. Pauvre homme. Le lendemain matin, Caroline se réveilla avant tout le monde.
Elle monta dans sa voiture et roula pendant des heures jusqu'à atteindre un petit village caché au cœur de la campagne. Leur destination, la maison d'une vieille connaissance, une femme à l'apparence étrange avec des cheveux emmêlés, des dents jaunes et une forte odeur d'herbe flottant dans l'air. Quand elle lui ouvrit la porte, la vieille femme sourit malicieusement. « Tu es là pour envoyer quelqu'un en enfer » dit-elle sarcastiquement. « Tu ne pardonnes vraiment pas à ceux qui croisent ton chemin, n'est-ce pas ?» Caroline gardait une expression sérieuse. Rien ne la perturbait. « Je ne fais que ce qui est nécessaire pour le bonheur de ma fille, déclara-t-elle. Puis, elle ouvrit son sac à main et en sortit une épaisse liasse de billets, la posant sur la table rustique. Voilà le montant convenu. Maintenant, donne-moi le poison. La femme sortit un petit pot transparent et le tendit à Caroline. La sève est forte, dit-elle. Alors, soyez prudent si vous voulez qu'il meure lentement. Quelques gouttes suffisent et c'est fini. Caroline tenait fermement la bouteille. Merci, répondit-elle froidement et partit sans se retourner. De retour au manoir, elle partit directement à la recherche de sa fille. Elle a trouvé Patricia dans le salon, assise par terre avec les enfants, les aidant à faire leurs devoirs. En la voyant dans cette scène, souriante et expliquant patiemment un problème de mathématiques à Caleb, Caroline se sentit fière. Sa fille a suivi le plan à la perfection, se faisant passer pour la belle-mère idéale. Patricia dit au revoir aux enfants avec un baiser sur le front, promettant de revenir bientôt et suivit sa mère dans un coin plus privé de la maison. « Tu l'as » demanda-t-elle avec enthousiasme. Caroline ouvrit son sac et révéla la petite bouteille. Son sourire en disait long. « Le voici » dit-elle triomphalement. « Avec ça, on élimine le premier, puis le deuxième. Et qui sait? Peut-être qu'un jour on enverra Marc en enfer aussi. » Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. « Marc, maman, mais je l'aime. J'aime mon mari. » Caroline s'avança et prit le visage de sa fille dans ses mains. « Écoute-moi chérie, tu dois t'aimer et aimer ta mère qui t'a toujours protégée. Les hommes ne sont que des tremplins. Des marches à gravir pour une femme. Quand ces deux gamins seront morts, Marc sera dévasté. Il te sera alors facile de tout contrôler. Et s'il se rétablit, il finira peut-être par vous quitter. Mieux vaut prévenir que guérir. Fais confiance à ta mère, c'est pour ton bien. » Patricia prit une grande inspiration et hocha lentement la tête, pensive. Mais finalement, elle accepta. Caroline sourit. « Maintenant, fais semblant d'être la belle-mère aimante de ses gosses. Je vais faire une tourte au poulet et ce soir, on va commencer à en empoisonner un. Lequel veux-tu en premier ? » Connor, demanda Caroline. Patricia répondit sans hésiter, c'est le plus insupportable de nous deux. Alors, il en sera ainsi, ma princesse, répondit Caroline en quittant la pièce d'un air satisfait. Patricia retourna au salon des enfants et s'agenouilla à nouveau près d'eux. Elle reprit ses explications sur les devoirs comme si de rien n'était, comme si le plan funeste qu'elle venait d'accepter n'existait pas, comme si elle était une mère aimante. Quelques minutes plus tard, Marc rentra du travail. Les enfants coururent vers lui, embrassèrent leur père avec enthousiasme et lui racontèrent comment maman Patricia les avait aidés à faire leurs devoirs. Le visage de Marc s'illumina. Il regarda sa femme et dit, « Tu es si bonne avec eux. » Patricia sourit et répondit, « C'est le moins que je puisse faire. J'aime les enfants et je considère déjà ces deux-là comme les miens. » Marc fut ému par sa réponse et sans réfléchir ajouta, « Et ils le sont. Ce sont vos enfants. Ce sont nos enfants. » À ce moment-là, Caroline est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, avec un torchon à la main et un sourire aux lèvres. « Regarde ce que j'ai préparé pour ce soir, une tourte au poulet. » Connor leva les bras avec excitation. « Ouais, j'adore la tourte au poulet. » Caroline lui fit un clin d'œil. « C'est pourquoi tu auras la première portion, chérie. » Elle servit le gâteau avec une affection feinte, mais avant de le couper, elle avait discrètement marqué la partie empoisonnée. Une goutte précise du liquide mortel y avait été déposée. Elle le tendit à Connor qui prit joyeusement la fourchette et commença à manger. Tout le monde rit et mangea le gâteau comme une famille heureuse. Et quelques minutes plus tard, Connor lâcha sa fourchette, se prit le ventre et courut aux toilettes. De l'intérieur, on n'entendait que des bruits de vomissements. Caleb a couru après son frère dès qu'il l'a vu se lever de table, frappant à la porte de la salle de bain dans la panique. « Ça va, Connor ?
Ça va, demanda le garçon, la voix inquiète. De l'autre côté de la porte, Connor essayait de rassurer son frère. Ouais, c'était juste un mal de ventre. Mais je me sens mieux maintenant, promis. Pendant ce temps, Marc arpentait le salon, visiblement inquiet. Patricia posa une main sur l'épaule de son mari avec l'expression d'inquiétude la plus répétée de l'histoire et dit, peut-être qu'il serait préférable que Connor reste au lit le reste de la journée, juste pour être sûr. Caroline intervint avec sa douce fausse voix de grand-mère. Je vais te faire une soupe légère, ma chérie. Tout ira bien. Marc observait tout cela avec une boule au cœur, mais en même temps, il ne pouvait s'empêcher d'être ému par le dévouement de sa femme et de sa belle-mère. Cette démonstration d'attention et d'affection lui donnait de plus en plus confiance en sa famille idéale. Il ignorait que 2 monstres déguisés en anges vivaient dans sa maison. Cette nuit-là, Caroline poursuivit son plan machiavélique. Elle prépara la soupe avec soin, tel un rituel, pour ne pas éveiller les soupçons. Elle en servit d'abord à Marc qui la but sans se douter de rien. Puis, hors de vue, elle ajouta discrètement une autre goutte de poison dans le bol destiné à son beau-fils. Connor mangea lentement, mais termina son assiette. Et comme la dernière fois, quelques minutes plus tard, il se sentit à nouveau malade. Cette fois, c'était pire. Caroline se leva rapidement de table. Oh mon Dieu, on devrait peut-être l'emmener chez le médecin. Ça pourrait être plus grave. Marc acquiesça immédiatement. Il était plus inquiet que jamais. Patricia, cependant, avait du mal à cacher sa nervosité. Seule avec sa mère, elle s'approcha d'elle dans le couloir, tendue. « Maman, et s'il découvre quelque chose? Et si ça tourne mal ?» Mais Caroline, avec son regard froid, répondit sans crainte. « Détends-toi, chérie. Personne ne découvrira rien. Je t'ai dit que ce poison ne laissait aucune trace, crois-me. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Connor a subi examen après examen. Le médecin a tout examiné attentivement, mais au final, il n'a absolument rien trouvé. Il pourrait s'agir d'un syndrome du côlon irritable ou peut-être d'une intoxication alimentaire, a déclaré le médecin pensivement. Marc a immédiatement écarté la deuxième possibilité. Tout ce qu'il a mangé, tout le monde dans la maison l'a mangé aussi. Ce ne peut pas être une intoxication alimentaire. Le médecin hocha la tête, disant qu'il valait mieux attendre de voir comment il réagissait au traitement prescrit, mais il les rassura en leur disant que pour l'instant, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. De retour à la maison, Patricia a eu du mal à contenir son excitation. Elle entra dans la chambre de Caroline dès que Marc et le garçon furent installés. « Maman, tu avais raison. Ils n'ont trouvé aucune trace de poison. Le plan va fonctionner, dit Caroline avec un sourire satisfait. Bien sûr que ça va marcher et demain, au lieu d'une goutte, on en utilisera 2. Accélérons les choses. Ce morveux est déjà mort. Il ne le sait juste pas encore, répondit-elle froidement. Patricia applaudit avec enthousiasme. Quand tu seras prête à le mettre, appelle-moi. Je veux t'aider. Le lendemain, la routine à la maison continuait comme d'habitude, du moins pour ceux qui ignoraient ce qui se passait dans ce manoir. Mais après le petit déjeuner, Connor réapparut avec des symptômes, douleurs abdominales, nausées et fatigue évidente. Marc était de plus en plus angoissé. Il faisait les 100 pas, appelait des médecins et cherchait des informations sur Internet. Mais Patricia a minimisé la situation. C'est sûrement juste un virus, chérie. Ça arrive tout le temps aux enfants. Ils s'en remettront, tu verras. Caroline était d'accord. Il est fort. Il s'en sortira. Laisse-lui juste le temps. Quelques jours seulement s'étaient écoulés. Pendant que les adultes complotaient, Caleb ne quittait jamais son frère. Il s'asseyait près du lit et y restait des heures. Tout ira bien, mon frère. Tu guériras vite, lui dit-il pour tenter de lui remonter le moral. Mais Connor, visiblement faible, murmura, je ne sais pas, Caleb, je ne me suis jamais senti comme ça. Je suis tellement fatigué, je n'ai même pas envie de jouer à des jeux vidéo. Ces paroles touchèrent durement Caleb qui ne sut comment l'aider. La conversation fut interrompue par Caroline qui entra dans la pièce. Une assiette à la main. Une salade de fruits frais, dit-elle en souriant. Pour te donner de l'énergie et te sentir mieux, mange-la en entier. D'accord ?
Elle quitta la pièce comme si elle venait d'accomplir le geste le plus affectueux du monde. Mais comme toujours, elle avait ajouté une goutte de poison aux fruits. Connor prit la cuillère et remua la salade plusieurs fois. Puis, il repoussa l'assiette. « Tu ne vas pas manger ?» demanda Caleb en fronçant les sourcils. « J'ai faim, mais à chaque fois que je mange, je me sens encore plus mal. »« Je ne veux prendre aucun risque, » répondit doucement Connor. « Alors, tu penses que c'est la nourriture ?» demanda son frère. « Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais rien, mais j'ai peur de manger et de retomber malade. Je sais que j'ai l'impression que c'est dans ma tête, mais je n'en peux plus, Caleb. » Caleb regarda la salade, puis son frère. « Mais ça ne peut pas être la nourriture, mec. On mange tous la même chose. Cette salade, par exemple, Caroline l'a faite tout à l'heure. Je l'ai mangée aussi. Elle est délicieuse. » Connor le regarda et lui offrit l'assiette. « Alors, mange-la toi-même. »« Je n'en veux pas. » Caleb hésita. « Mais tu ne peux pas te passer de nourriture. Juste cette fois. S'il te plaît, dis-leur que j'en ai mangé. Je ne veux pas être malade à nouveau. » Caleb vit les yeux de son frère et, remarquant à quel point il était faible, céda. Il commença à manger la salade, inconscient de ce qu'elle contenait. Il la termina en silence tandis que Connor restait allongé, les yeux fermés, essayant de se reposer. Quelques minutes plus tard, Patricia entra dans la pièce avec son expression douce habituelle. « D'accord. Tu as mangé toute ta salade de fruits. Ça t'aidera à te sentir mieux, » dit-elle en souriant à Connor, puis se tourna vers l'autre jumeau. « Ton père et moi allons à la pharmacie chercher des médicaments, d'accord ? Mais maman, reste ici. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-la et prends bien soin de ton frère, d'accord ?» Caleb hocha la tête, affirmant que tout allait bien. Dès que Patricia quitta la pièce, il s'assit sur le lit à côté de son frère et alluma la télévision pour regarder des dessins animés ensemble. C'était un moment de distraction, une tentative d'apaiser l'atmosphère pesante qui régnait dans la maison depuis des jours. Mais moins de 5 minutes s'étaient écoulées lorsqu'un événement étrange se produisit. Caleb posa une main sur son ventre et fronça les sourcils. Un malaise soudain s'empara de lui. Connor le regarda, alarmé. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère ?» demanda-t-il avec inquiétude. Mais avant qu'il puisse réagir, Caleb bondit et courut aux toilettes, vomissant toute la salade de fruits qu'il venait de manger. Cet épisode était identique à ce qui arrivait à Connor à chaque fois. En sortant de la salle de bain, le garçon regarda son frère, toujours essoufflé. « Frère, je crois que je suis tombé malade aussi. » À cet instant, un déclic se produisit dans l'esprit de Connor. Il se sentait différent et il réalisa que pour la première fois depuis des jours, il ne se sentait pas malade. Il n'avait plus mal au ventre, ni nausées, ni vomissements. Pour la première fois, il se sentait bien. Puis, il regarda sérieusement son frère et murmura, « Caleb, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Je n'ai pas mangé la salade de fruits. C'est juste toi. » Son frère fronça les sourcils. « Vous dites qu'elle trafique votre nourriture ?» Connor hocha les épaules, mais le soupçon était réel. « Je ne sais pas, mais à chaque fois que je mange, je suis malade. » « Et maintenant que tu as mangé à ma place, ça t'est arrivé ?» Caleb n'hésita pas. Malgré son estomac noué, il se rendit à la cuisine. Il voulait comprendre pourquoi rien ne lui était arrivé la première fois qu'il avait mangé la salade, mais maintenant c'était le cas. Une fois arrivé, il ouvrit le réfrigérateur et sortit le récipient contenant le reste de la salade de fruits. Il retourna dans la chambre et le tendit à son frère. « Tiens, mange ça. On verra bien. » Connor hésita. « Penses-tu que c'est sûr ?» Caleb hocha la tête. « Personne ne vous l'a réservé. C'est dans le bol principal. Si ça ne vous fait pas de mal, c'est que seule la nourriture qui vous est servie a été altérée. » Connor prit une grande inspiration et prit la cuillère. Il mangea lentement, chaque bouchée sous l'œil attentif de son frère. Plusieurs minutes passèrent. Rien, aucun signe de maladie, aucune douleur, aucune nausée. « Tu vois, » dit Caleb, les yeux écarquillés, « quelque chose ne va pas. » Connor secoua la tête. « C'est vraiment bizarre. Mais maintenant que j'y pense, chaque fois que je me sentais malade, c'était après avoir mangé quelque chose que Patricia ou Caroline me donnait.
Caleb se couvrit la bouche, choqué. Tu crois qu'elles mettent quelque chose dans ta nourriture? Je ne vois pas d'autres explications, répondit Connor. C'est toujours eux et je tombe toujours malade après. Caleb s'assit à côté de son frère, toujours en train de traiter tout cela. Mais ils ont l'air si bons, frère. Ils ont toujours été si mignons. Comme le dit papa, répondit Connor, les apparences peuvent être trompeuses. Peut-être que ce sont deux sorcières déguisées. Ils décidèrent d'enquêter. À partir de ce moment-là, ils ne mangeraient plus jamais ce que Patricia ou Caroline leur serviraient directement. Ils feraient semblant de manger, puis le jetteraient. Et lorsqu'ils seraient seuls, ils mangeraient quelque chose de sûr. Et c'est exactement ce qu'ils firent. Au cours des jours suivants, Connor feignit de s'affaiblir de plus en plus tandis que son corps récupérait en secret. La douleur s'estompa. Son énergie revint peu à peu. Tout cela en secret. Il n'y a aucun doute, mon frère, murmura Connor en s'adressant à son frère. Ils me font quelque chose, ou du moins ils essayaient. C'est à ce moment-là que Caleb a eu une idée. Confirmons-le. J'appellerai Caroline et je lui demanderai de préparer ce gâteau au chocolat qu'elle seule sait faire, celui que nous aimons tant. Ensuite, nous surveillerons attentivement. Si elle tente quoi que ce soit, nous les prendrons la main dans le sac. Connor hocha la tête, entrant dans son personnage. Je dirais que j'en ai vraiment envie. Peut-être que l'amour que tu y mets m'aidera à me sentir mieux. Ils ont appelé Caroline et bien sûr, elle est arrivée avec son faux sourire. Bien sûr, mes amours, dit-elle joyeusement. Et je préparerai une part spéciale rien que pour toi, Connor. Dès que la méchante eut quitté la pièce, les garçons échangèrent un regard. Sans perdre de temps, ils partirent discrètement et la suivirent dans la cuisine. Ils se cachèrent derrière un paravent et observèrent tout. Caroline commença à préparer le gâteau. Elle mélangea la pâte en fredonnant un air. Patricia entra dans la cuisine en trombe, visiblement irritée. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu as l'air stressée, demanda Caroline. Patricia renifla. Ce sale gosse, maman, il refuse de mourir. C'est comme si ton poison avait cessé d'agir. Il n'a même plus l'air malade. Je ne le supporte plus. Cachés, les jumeaux faillirent pousser un cri. Horrifiés, ils se couvraient la bouche. Mais Caroline continua. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ce soir, tu mangeras ce gâteau avec beaucoup de notre assaisonnement spécial et puis on apportera la touche finale. Ce sera le dernier repas du garçon. Après ça, on passera au suivant. Elle s'approcha de sa fille et murmura comme un serpent, « Tout sera à toi, ma princesse. Toute la fortune, plus d'enfants pour te gêner. » Les frères retournèrent dans leur chambre, complètement terrifiés. « Ils vont me tuer, Caleb. »« Ils m'empoisonnent, » dit Connor. Caleb, toujours sous le choc, répondit, « Et puis ils me feront la même chose. » Ils pensèrent à le dire à leur père, mais ils se souvinrent du comportement de Patricia et Caroline ces derniers mois. Elles avaient été parfaites, trop parfaites pour être coupables. Marc ne les croirait pas sans preuves solides. « Nous avons besoin d'un plan, » a déclaré Caleb. Connor réfléchit quelques secondes, puis ses yeux s'illuminèrent d'une idée. Les somnifères de la sorcière, le sédatif de Caroline, c'est tout. On a échangé le poison avec ces somnifères. On les a trompés. On a fait comme si le poison fonctionnait et on a révélé leur véritable identité. Mais avant de continuer et de découvrir ce qui s'est réellement passé, si le plan des garçons a fonctionné ou non, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Dans notre histoire, nous avons vu à quel point les jumeaux aiment le gâteau au chocolat. Et vous, quel est votre plat préféré? Et dites-moi de quelle ville vous regardez l'émission. Je mettrai un joli cœur sur votre commentaire. Maintenant oui, revenons à notre histoire. Les deux frères mirent donc leur plan tant attendu à exécution. Connor et Caleb étaient convaincus qu'en faisant semblant d'être morts, ils pourraient prouver à leur père la vérité sur les vipères vivantes sous son toit. Ils savaient que ce ne serait pas facile, mais ils ne pouvaient plus prendre de risques. Leur vie était en jeu. Du moins, c'est ce que pensaient Caroline et Patricia. Ce soir-là, lorsque Caroline entra dans la pièce avec un grand sourire et un plateau à la main, feignant l'affection maternelle, Connor fit mine d'être excité. Il prit la part de gâteau au chocolat qu'elle prétendait avoir préparé spécialement pour lui.
mange tout, chérie. C'est encore chaud, dit-elle en lui caressant doucement les cheveux. Dès qu'elle quitta la pièce, Connor se dirigea directement vers la salle de bain. Le cœur battant et les mains tremblantes, il souleva l'abattant et jeta la chasse d'eau jusqu'au dernier morceau du gâteau empoisonné. Il devenait un expert pour faire semblant de manger. Quelques instants plus tard, les garçons profitèrent d'une occasion où la sorcière Caroline était distraite par sa conversation avec Marc. Ils fouillèrent ses affaires, tiroirs, boîtés, au fond d'une trousse de toilette marron, ils trouvèrent le flacon. Il était petit, en verre épais et rempli d'un liquide visqueux et inodore. Caleb tenait le pot entre ses doigts et murmura, « C'est donc ça qu'elle a utilisé pour te tuer. Cette vieille sorcière va payer. » Connor grogna, les yeux flamboyants de rage, et arracha la fiole à son frère. Sans perdre de temps, les garçons ont commencé la phase finale de leur plan. Avec précaution, ils transférèrent le contenu du vrai flacon dans un récipient plus petit et firent de même avec les gouttes pour dormir de la mère de Patricia. Puis, comme convenu, ils nettoyèrent soigneusement les 2 flacons. Une fois tout propre et sec, ils ont échangé les fluides. Le poison a été versé dans le flacon de somnifères de Caroline et les somnifères dans le flacon de poison. Connor regarda son frère, dubitatif. « Penses-tu que ça va marcher ?»« Il faut que ça marche, » répondit Caleb avec assurance. On a nettoyé les bouteilles. On a tout interverti correctement. Si elle essaie de t'empoisonner, tu vas t'endormir. Mais quand elle prendra ses gouttes pour dormir, elle ressentira exactement ce que tu as ressenti. Et c'est ce qui se passa. Le lendemain soir, Patricia et Caroline entrèrent dans la pièce avec une surprise. Se faisant une fois de plus passer pour la belle-mère aimante et la grand-mère aimante, elles ajoutèrent des gouttes de ce qu'elles croyaient être du poison à la nourriture de Connor. Mais cette fois, ce n'était qu'un sédatif, puissant mais inoffensif. Caleb mangea aussi un peu du goûter, feignant d'être empoisonné pour donner l'impression que les 2 frères avaient été touchés en même temps. Et en quelques minutes, les effets commencèrent. Ils sombrèrent tous 2 dans un profond sommeil. Un sommeil si intense que leur